Cher public, cher jury, courageux candidat, au nom de Pourparlers et plus spécifiquement de son pôle éloquence et débat dont j'ai l'honneur d'être le responsable, je vous remercie de votre présence ce soir. Vous qui participez de près ou de loin à cette 6e édition du prix Cicéron, concours d'éloquence emblématique de Schema. Alors mon discours sera bref, je vous l'assure, car je sais bien qu'il vous tarde d'écouter celui des 8 orateurs et oratrices ayant triomphé de la phase de sélection. Cher public, cher jury, laissez-moi vous dire qu'ils ont tous fait preuve d'une rare excellence lors de la première phase et que les places pour cette demi-finale étaient chères, extrêmement chères. Départager les candidats ne fut pas chose facile et j'avoue un peu lâchement être soulagé de me décharger de cette tâche pour la laisser au jury d'exception qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir et que je vous demande d'applaudir. Jury d'exception, comme je le disais, composé de M. Laurent Pietraszewski, ancien député du Nord affilié au groupe LREM et secrétaire d'État général chargé des retraites. De maître Déborah Diallo, avocate au barreau de Strasbourg et lauréate. Et finalement, de M. Quentin Hannick, président de notre chère Fédération francophone de débat du Nord et champion de France de débat parlementaire en 2022. Tous savent à quel point un discours clair et construit est nécessaire pour vaincre et pour convaincre. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit ce soir. Mais alors, si la parole a tant d'importance que cela, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, nos candidats avaient le choix entre 2 sujets. Le premier est un proverbe africain repris par le célèbre Antoine de Saint-Exupéry dans son livre « Terre des hommes ». Il est à la fois riche de sens et éminemment d'actualité. Je cite « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Le second sujet est de nature plus philosophique, psychologique pourrait-on dire. Des penseurs comme Freud ou Nietzsche auraient sans doute été ravis d'entendre ce que nos candidats diront à son propos. Je cite « Nos désirs sont-ils désordre ?» De tels sujets donnent évidemment matière à réfléchir et j'espère de tout cœur que vous aurez plaisir à écouter les 8 courageux orateurs qui prendront la parole ce soir. Je vous avais promis que ce discours serait bref et il touche déjà à sa fin. Mais avant d'appeler la première oratrice à cette tribune, je voudrais remercier notre partenaire, le simulateur de chute libre Wemby, qui offrira aux gagnants de ce concours un prix des plus originales. Pour en savoir plus sur ce fameux prix, je vous donne rendez-vous le 22 février prochain, le jour de la finale. Plus particulièrement encore, je voudrais remercier M. Bruno Perrin, directeur général de Wemby, et lui-même diplômé de Schema en 2000, qui a généreusement accepté le partenariat avec Pourparlers. Je vous remercie pour votre attention. Je sais que les discours d'ouverture sont très souvent ennuyeux. Je vous demande d'applaudir comme il se doit la première oratrice de la soirée, Madame Marie Plège. Chère Assemblée, cher jury, je me présente aujourd'hui avec une armée. Une armée qui vient délivrer nos désirs, délier leurs fantaisies, dévorer leurs pudibonderies. Ils ne doivent en aucun cas connaître la discrétion, les limitations et les restrictions. Cette armée est bien la seule composante ordonnée et la restera. Elle est alignée, équipée et décorée d'une belle banderole. Le oui l'unit. Nos désirs sont désordre. Ils ne connaissent aucun commandement, ne compromettent pas et ne peuvent être cachés. Nous les condensons à la notion de sensation. Qu'elles soient palpables, qu'elles soient impalpables, impitoyables, imprécises, impertinentes,
imprudente, impatiente. On ne peut pas la saisir, ou alors elle ne ferait que fuir. On ne peut pas lui résister, ou alors elle s'installerait. Non, les désirs, ce n'est pas l'armée en soi. C'est ce qui la motive, c'est ce qui la rend émotive, c'est ce qui la pousse à mourir, à tout accomplir, c'est ce qui la mène à abandonner femmes et enfants pour devenir résistants. Les désirs sont tout-puissants. Ils nous transcendent, nous transpercent. Ils renversent nos habitudes, nos attitudes, nos aptitudes d'un simple geste, d'une simple envie, et ils deviennent anarchie. Le désir, par sa nature, n'émane que de nous. Oui, selon Spinoza, il est l'essence de l'homme. Alors, en défendant le non, vous insinuez, vous prétendez que nous sommes des êtres ordonnés, des êtres raisonnés. Mais qui ici n'a jamais succombé, ne s'est jamais laissé tenter? Vous prétendez avoir résisté à l'enseigne du grand M après une soirée bien arrosée. Vous verrez, honorable assemblée, vous rêverez de ces grandes frites dorées. Oui, vous pouvez vous l'avouer. Vos désirs ne connaissent ni régime, ni résignation, ni même pas le nom. Ce n'est pas amusant, ce n'est pas prenant. Ainsi, ils abattent les commandements, les règlements. Ils approchent, se penchent, chuchotent. Les mots s'envolent. Ils réveillent en nous un chaos. Et nous sommes chamboulés. Il n'y a plus qu'une idée, celle que l'on vient de nous glisser. Nous voilà prêts à signer, à embarquer sur n'importe quel chalutier ou canoë, c'est acté. Vous êtes devant le caissier. Ma chère assemblée, avec ce menu de luxe, vous prendrez un sundae chocolaté? Et vous désirez. Oui, les désirs font désordre. Ils sont joueurs, ils aiment faire peur, ils ne connaissent aucune douceur. Oui, chère assemblée, les désirs sont moteurs, catalysateurs, initiateurs, entrepreneurs. Ils veulent connaître toutes les saveurs, toutes les rumeurs, tous ces bonheurs et provoquent quelques malheurs. C'est une mauvaise habitude qu'ils ont prise. Une mauvaise habitude qui est une mauvaise nouvelle pour nous et pour moi. En effet, ils ne font pas souvent partie de la même équipe que nos ambitions, nos conventions, nos relations ou même notre raison. Les désirs sont désordres puisqu'ils défient ce qui s'est fait interdire, bannir ou ce qu'on doit fuir. Ils prennent la forme de ce que l'on connaissait, de ce que l'on aimait, de ce qui nous confortait. L'éternelle nostalgie. Oui, cette envie qui survit des semaines, des mois, des années. Le désir a ce pouvoir sur nous. Il déforme la réalité pour continuer ce qui a été. Le désordre, ce n'est pas que cette accumulation d'avis, d'appétit. C'est aussi ces interdits qu'il défie. Prenons une notion qui fera union. Les unions. Souvent interdits. Et pourquoi ? Des croyances, des alliances, des apparences. Peu importe établi, l'amour provoque leur fin, avec des tensions, des disputes, des délits, des bannissements, des bagarres, des guerres et des morts. Mais enfin, imaginez, aller contre
notre ordre naturel, par amour, par désir de rester avec l'être aimé, jusqu'à se tuer pour rester lié. Et vous savez, nul besoin d'être hyperbolique. Vous avez ici, tous, désobéi pour quelques minutes, de plus avec cette personne, celle qui vous vient en tête maintenant. Vous trinquerez votre ordre pour tout ce qu'elle vous offre. Voilà le désordre qu'il cause, ces délires, des folies. Chère assemblée, avouons-le, nos désirs ne peuvent être ordre. Il n'a aucune notion d'heure. Ils ne réfléchissent pas. Ils s'injectent, s'invitent, s'insurgent en nous pour oser, embrasser, voyager, s'exprimer, sauter, dépenser, imaginer, fantasmer, persister, réaliser, fabriquer et parfois même s'en aller. Nous sommes coincés dans ce broc, ce micmac, cette collection hétéroclite de convoitises qui nous conduisent. Et heureusement que nous le sommes, à moitié perdus, avec un seul objectif en vue. Vous imaginez, vous, catégoriser, lister, agencer, arranger nos désirs? Non, il n'y a pas d'ordre, et s'il y en avait un, autant être insensible, intouchable, se défaire de ce poids qu'ils ont, de ces sacrifices qu'ils imposent. Parce que à quoi bon? C'est l'entre-deux le plus excitant. L'enjeu, c'est l'inconnu. L'adrénaline, c'est l'imprévu. C'est ce genre d'homme que nous sommes, que je veux être. Le désordre, c'est accepter de ne pas faire partie de la norme. Courir un peu plus vite, plonger un peu plus profondément et parler d'une voix puissante. Quel plaisir ces frissons, ces picotements, ces haut le cœur. Quelle addiction! Nos désirs étaient désordre, font désordre et créeront désordre. Et sachez que mon armée est décidée à gagner. Merci beaucoup. Nous étions hier le 14 février, la Saint-Valentin, la fête du Cupidon, la fête des amoureux. Et je me suis amusé à regarder, à observer le comportement des personnes présentes à la soirée hier. Je vais vous faire une confidence, j'étais comme dans un film. Là-haut se trouve la bonne, en bas le truand. C'est l'escalier pour la rejoindre qui sera abrupte pour lui. Il se pense intouchable, c'est lui le professionnel. Jusqu'à maintenant, pour lui, la vie est bébelle. Il nage dans le grand bleu, mais ce rendez-vous va prendre des airs d'une rencontre du troisième type. Il ne saura pas comment s'y prendre, il a trop bu, il franchit la ligne verte et sombra dans l'oubli. Cher jury, chère assemblée, c'est du désir que nous allons parler aujourd'hui. Le désir érigé comme l'héritage des irréductibles gaulois. Ces as des risques qui sont prêts à tout, une fois l'idée fixe, à séduire et obtenir leur promise. Rassurez-vous, pas de potion magique pour eux, c'est dans leur ADN, si bien qu'ils en viennent parfois à perdre de vue leur objectif, à devoir faire face au désordre. Lorsque nous désirons, nous sommes comme des chasseurs.
du chasseur de tête au chasseur à l'arc, de Don Juan à Willy Schraen, l'objectif est clair, il faut ramener le butin. Alors, petit à petit, l'appétit mange notre apathie. En parlant d'appétit, je vous ferai remarquer, mais nous avons souvent soif de victoire, le goût de la gagne, nous avons la faim de vaincre. Le désir agit comme un appel à déjeuner pour les plus jeunes et les plus vieux, mais sous un temps radieux. Ainsi, lorsque nous désirons, tout est cohérent, tout est ordonné. En effet, ce désir intervient pour combler un manque, pour combler une frustration. Nous sommes donc totalement éclairés quand nous désirons, et nous mettons tout en œuvre pour réussir. Nous devenons, en quelque sorte, le héros du livre de notre vie. Nous désirons la part de l'autre pour voir avec elle, de manière parfaite, la vie devant soi. Oui, nous sommes rationnels quand nous désirons. Je veux. Je veux, je veux, je veux. Je me souviens que mon grand-père me reprenait à chaque fois que je commençais mes phrases en disant « je veux ». Il me regardait avec son regard noir et me disait « Comme, on ne dit pas « je veux », mais « je souhaite ». D'ores et déjà, je comprenais que mes désirs ne devaient pas être des ordres. Alors, si le désordre était certes présent dans ma chambre, des Legos par-ci, des Playmobil par-là, il l'était tout autant dans mon esprit. Tant de choses que je souhaitais pour ne plus savoir où donner de la tête. Parce que là-dedans, c'était le bordel, c'était le trouble, c'était le chahut. Et ce, à n'importe quel âge. Enfant, je ne savais quel bonbon choisir, car je les aimais tous. Vous me direz, j'étais mal embarqué dans la vie, alors qu'elle devait être belle pour les grands et les petits. Vers l'âge de raison, je m'intéresse au football. Je dois choisir mon club de cœur, un pari que je dois faire pour le restant de ma vie. Rassurez-vous, chers supporters, je ne reviendrai pas sur le match d'hier. J'en ai marre d'avoir fait le mauvais choix à cet âge. Décidément, ce club n'est vraiment pas Galtier. Ado, je découvre l'alcool. Et alors là, j'en vois de toutes les couleurs. Du rouge, du blanc, en passant par le rose jusqu'au petit jaune. Mais mon choix est maintenant fait. Ça sera pour moi un whisky. Même pour les adultes, c'est le désordre. Eux, ils ne sont pas comme le vin, ils ne s'améliorent pas avec l'âge. Le désir agit pour eux comme une confusion. Le couple n'est plus fusionnel. Les amants ne sont plus calés sur le même fuseau horaire. Ils se fustigent l'un et l'autre. La frustration l'emporte. Et c'est la fin. Mais le couple reste la représentation même du désir. Un désir qui est parfois difficile à manifester. Nous ne sommes pas sûrs. Est-ce le bon? Est-ce la bonne? Comment le lui avouer? L'amour nous trouble l'esprit et nous laisse aux prises avec la peur. On balbutie, on rougit, on pâlit à sa vue. Nous sommes comme déracinés, de quoi nous fait perdre l'équilibre. Nous n'osons plus et nous perdons peut-être celle ou celui qui aurait rempli de bonheur notre vie. Nos désirs viennent parfois provoquer les ires des dieux, je dirais même le caprice des dieux. Notre orgueil nous joue des tours. Nous nous pensons beaux, forts, puissants, même si une mimolette est très vite arrivée. Nous nous plaignons pour un rien. Nous sommes paresseux et mentalement, nous commençons tous à devenir chèvres. Nos jours sont comptés et nous pensons toujours à notre petit confort. Notre comportement, incongru hier, a de quoi faire tourner la tête des moines et des prêtres à qui nous nous confessons aujourd'hui. Pas de quoi en faire tout un fromage, je vous l'accorde. Et oui, il y a une sorte de surenchère quand nous désirons. On désire toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Nous désirons les clés pour passer partout
et ne plus se donner de limites. Tout est tellement désordonné dans notre tête que nous commençons à ne plus faire de choix et seulement donner l'ordre de vouloir. Nos désirs deviennent donc des commandements. Je vous parlais de moi petit tout à l'heure, et je pense que c'est à cet âge que nous sommes le plus capricieux. Combien de fois j'ai vu des enfants pleurer pour avoir un jouet, des parents en face exaspérés qui cèdent au désir de leur progéniture. Une victoire pour ce gosse. La hiérarchie est inversée, c'est lui qui a le pouvoir, il en abuse, il sait qu'il vaincra. Finalement, le désir est en moi. C'est de ça dont j'ai envie, qu'elle soit sur moi, qu'elle me fredonne à l'oreille. Je veux que mon désir laisse ta voix muette, sauf pour chanter « Voyage, voyage », une invitation au voyage par la compagnie Baudelaire, pour aller là-bas, vivre ensemble, au pays qui nous ressemble, dans le luxe, le calme et la volupté. Merci. Manger, sortir, partir. Non, pas partir. Rester? Non plus. Envie de marcher, d'aller loin. Et si je prenais le train? Et si je partais quelques jours dans le sud, avec rien qu'un sac à main? Lire, courir, aller à un concert? Ou bien tout à la fois, alors je ne dormirais pas. Un jour, je buvais un latte, non un thé, accompagné d'un bagel doré. Journée ensoleillée? Non, il pleuvait, et je me cachais derrière la baie vitrée du café. Seule. Enfin non, nous étions 1000. Emportés par la foule de la grande ville, je rêvais de me taire et parler à tout le monde. Un inconnu m'interrompit, j'ai sursauté. Tout autour n'était qu'un jeu, une mise en mouvement magique dont je comprenais peu. Il était beau ce jeu, étrange et harmonieux. Comment? Mais non, il est hideux. Je désirais le quitter, refuser de toutes mes forces sa facticité. Alors un jour, j'ai pleuré. La leçon me déprimait. Et puis j'ai rigolé. Pourquoi avais-je pleuré? Je voulais plus, mieux, apprendre et non attendre, que l'horloge tourne et me tirer de cet amphi. Einstein, un cours de 30 heures, un clic, me voilà inscrite. Je l'écoutais 1 heure, non plutôt 15 minutes, enfin peut-être 35. Puis j'ai eu envie d'être reporter. Appareil photo à la main, j'ai pris quelques clichés, puis je suis rentrée, les reposer pour une demi-année. Ce soir-là, j'ai mangé japonais. Je suis allée au ciné. Cher jury, chère audience, vous avez du mal à suivre. Moi aussi, car je dévie, change d'avis. Pourtant, j'ai bien tenté d'écrire, luttant contre les écarts, les idées survenues, telles des lumières entrevues. Attiré, le regard dirigera le corps dans cette rue loin de l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Il trouvera 1000 déviations à cette ligne droite, 1000 façons de s'inventer un rendez-vous, dans un sous-sol avec des fous. Mais je m'égare encore. Vous voyez comme c'est dur de garder une structure? Car très peu de désirs durent. Ils ordonnent, exigent qu'on les suive, puis cèdent de la place au suivant, horde d'enfants capricieux, laissant le cerveau en désordre. Comment expliquer cela? Nos désirs sont-ils désordre? Vous sentez-vous perdu, vous aussi, lorsque de toutes parts ils vous appellent? Dans cette course au désir, il se crée un désordre extérieur à soi. Je veux trop à la fois. Et pourtant, c'est un chaos vivant, vibrant, que de tout désirer, tout essayer. J'aime trop de choses et me tourmente, dans cette course d'une étoile filante à une autre qui durera jusqu'à ma perte. Sur la route de Kerouac, la folie de Dean Moriarty s'épanouit en fleurs surnaturelles. Ce personnage sans peur, malgré quelques reproches, a choisi d'accorder sa vie à son propre temps.
Nous ne vivons qu'une fois, alors on passe un bon moment. Il réalise ses désirs à travers le jazz, le sexe et la drogue, refusant les contraintes d'une société d'après-guerre soumise à l'horaire capitaliste. Il recherche ça, une extase, un plaisir du moment, et dans sa quête de sens, seul le jazz rythmait son existence. Peut-être avez-vous déjà tenté de vivre cette vie-là, guidé par le carpe diem ou le plus chic YOLO. Enchaîner les sorties, les rencontres, des expériences sensorielles et même charnelles, avant qu'on dise stop. Je tisse des liens, j'en perds le fil, bâtis ma vie, construis dans le vide. Ces désirs ne construisent rien, alors ce désordre, pourtant plein de vie et d'humanité, on cherche à le contrôler pour éviter de sombrer. Pour régler tout cela, il faut des ordres. Oui, nos désirs sont politiques. Ordre des autres, de la famille, d'une société. Celle que nous connaissons prône la monogamie et les CDI. On s'engage pour la vie, pour le meilleur ou pour le pire. On signe en entreprise et on espère un jour obtenir la prime, récompense de notre fidélité. Mais était-elle choisie ? Au contraire, notre génération ne veut plus se poser. Cette Gen Z met en avant sa peur de l'engagement et désire continuellement changer. Une nouvelle révolution du désir, un retour aux 70. Couple libre ou pas de couple du tout, on parle de situationships, un désordre qu'on n'essaye plus de définir. Illusion qui ferait croire que cette vie est belle, trop guidée par la libido pour se méfier d'elle. Si les désirs sont désordres, la société se veut leur supérieure. On ne le fera pas, alors elle se chargera de mettre en ordre tous ses leurs. Ces désirs, elle espère les réduire pour ne pas être ébranlée par un désordre extériorisé. Cependant, ce faisant, il se peut qu'elle contribue à un désordre intérieur qu'on appelle frustration. Moins visible, elle est celle du souverain désir qu'on aurait destitué. En effet, qu'advient-il lorsque l'on refuse d'obéir à nos désirs ? Lorsque le roi s'entend dire « Sire, vos désirs ne sont plus des ordres et je leur couperai bien la tête ». Qu'advient-il quand on nie ces désirs pourtant moteurs, que le désordre intérieur nous paralyse, qu'on devient spectateur ? Ce désir-là consume, conçu pour être assouvi, il tourne sur lui-même. « Zut, zut, zut !» s'exclamait le narrateur de Proust qui désirait écrire sans parvenir à agir. Il était enclin, reprendrait Beauvoir, à tous ces battements de cœur, aux frissons, aux vertiges, à tous ces mouvements désordonnés du corps qui paralysent le langage. Ces mots, il voulait les poser sur ce qu'il ressentait. Il aimerait capturer quelques souvenirs uniques dans des pochettes immenses. Pourtant, elles se refusaient à lui, ne lui offrant que leur aspect pratique, lieu commun du langage, taisant l'unicité qu'il voudrait exprimer. Alors tout ce désordre l'empêchait de parler. Avez-vous déjà désiré dire un sentiment que les mots ne savaient contenir ? Avez-vous déjà pensé que la parole humaine était comme un chaudron fêlé, où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles ? Oui, pour Emma Bovary, la passion amoureuse ne s'exprime pas. On passe à côté, on sonne faux. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air. Alors on ne le dira pas. Ce désir de bien dire, finalement, empêche d'agir. Le désordre restera en moi, et tu n'en sauras rien. Ce désordre intérieur, malheureusement, surviendra quand même si je m'exprime. Mes désirs, parfois, se heurteront à ce contradictoire de l'autre. Violence de ces demandes entremêlées qui ne sauront vraiment se rencontrer et dont naîtront les instruments du chaos, jalousie, mensonge, déception. Alors Épicure nous dirait de ne désirer que ce que l'on peut obtenir, hiérarchiser, ordonner. Nos désirs suivraient l'ordre. Il faut se satisfaire du nécessaire. Vivre d'amour et d'eau fraîche, diront certains. De Castel et de Net, peut-être pour d'autres. J'ai donc essayé d'ordonner tous ces mots, et ne voudrais pas vous laisser sur votre faim, attendant une dernière note, sans laquelle, jamais assouvi, le désir vous boufferait tout plein. Il faut bien finir, pour qu'enfin émerge un ordre du désir. Car ils sont comme des ponts, suspendus dans le vide, des cordes jetées au-dessus d'un fossé, espérant qu'on les retienne sur l'autre rive, au risque de se balancer à jamais. Des pendules insensibles à la gravité, oscillant entre souffrance et ennui durant des heures. Vous aurez reconnu Schopenhauer. Alors écoutons les thèmes de Mia et Sébastien, de Mani et Nelly, ces musiques de films répétées sans cesse pour pallier les désirs affamés d'un amour auquel s'oppose la folie ou le succès. Seul l'ordre impératif de ces airs qui nous dépassent permet de tolérer le désordre de nos désirs. Alors on danse, dans les jazz clubs et les boîtes tech, et là tu te dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort.
Mais dans ce désordre, il y en a encore. Je n'arrive plus à m'arrêter, mais je ne crois pas que vous m'en voudrez si je vous dis que c'est fini, les sans désirs inassouvis. Je suis paresseux, parfois cloué dans mon lit, parce que nous autres appelons flemme, je n'arrive pas à me motiver. Je souhaiterais rester inactif pour l'éternité. Mon corps est lourd, les bras m'en tombent et restent cloués à mon lit. Je n'arrive tout simplement pas à me lever. Je sais que c'est un sentiment que nous partageons tous, que ce jeu dans « je suis paresseux » est en fait un « nous ». Vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de paresse. Choix peut-être surprenant pour un sujet sur le désordre de nos désirs. Je vous en parle parce qu'être paresseux, ou même partiellement paresseux, c'est à mes yeux ne pas parvenir à avoir des désirs hiérarchisés. C'est être sans cesse désireux, sans jamais rien décider. Nos désirs sont non hiérarchisés, ils sont éparpillés. Notre capacité à choisir est désordonnée. Autrement dit, nos désirs sont des ordres. On veut tout et tout de suite. On est impatient et incohérent. Saint Augustin, dans ses Confessions, traite de ce désordre intérieur. Il défend que la volonté est vide dès qu'elle a affaire à elle-même. C'est-à-dire que face à toutes nos volontés, à tous nos désirs, nous sommes incapables de trancher. Il y a un problème en nous, de pouvoir vouloir. Nous ne pouvons pas vouloir clairement. Autrement dit, nous voulons plusieurs choses incompatibles à la fois. Je vais vous en donner un exemple typiquement schémien. La phrase, aussi sympathiquement qu'insidieusement prononcée, du « Allez, viens, on va à l'OPCO ». C'est bien du bar de l'école dont je traite ici, cher jury. Cette phrase, donc, du « Allez, viens, on va à l'OPCO », laisse souvent place à un désir éparpillé. Éparpillé chez vous comme chez moi comme chez vous, autrement dit, chez nous. Cette proposition, face à nos obligations quotidiennes, laisse souvent place à un dilemme, se rendre au bar ou entendre la nécessité de rentrer travailler, pour arriver à nos fins scolairement et professionnellement. Ces désirs non hiérarchisés, désordonnés, produisent de l'inaction dans beaucoup trop de situations. Et oui, chers camarades, et oui, chers amis, et oui, chers membres du jury, sans savoir que choisir face à des désirs contradictoires, nous décidons souvent de ne rien faire. Cette inaction est synonyme de procrastination. Nous voulons trop de choses et choses trop différentes, si bien que nous ne faisons rien. Nous paniquons, nous hésitons, nous ne sommes plus maîtres de nos actions. Nous remettons à demain ce qui est urgent par incapacité à sélectionner le choix pertinent. Ce désordre intérieur a même des conséquences plus graves que l'inaction. Il produit de la déraison. Nous faisons le choix qui s'offre à nous tout de suite, celui qui ne prend pas en compte les conséquences de long terme. Je suis moi-même un amateur de cigarettes. Je m'encrasse les poumons à m'en perdre la tête. C'est pourtant grave. Je fais cela parce que, tiraillé entre le désir de fumer et celui de protéger ma santé, je choisis celui qui n'impacte que le moment présent. Je pense à mon plaisir immédiat, oubliant ainsi les méfaits futurs du tabac. En d'autres termes, je suis humain et donc myope. Je porte en moi cette incapacité à accorder une place aussi importante à l'événement éloigné dans le temps qu'à l'événement présent. Et cela me met en danger. Le caractère lointain des conséquences potentielles me fait oublier que profiter de ma vie, c'est décider, finalement, de l'écourter.
Cette myopie humaine, due à nos désirs désordonnés, a influencé notre histoire. Nous n'en sommes pas les seules victimes, et pourtant tous les héritiers. Car les plus grands aussi goûtent aux fruits de ce désordre intérieur. Lors de la Seconde Guerre punique, opposant Rome à Carthage, le stratège carthaginois Hannibal décida de faire reposer ses troupes, au lieu de marcher sur Rome et de changer le cours de l'histoire à jamais. Il a dit lui-même dans ses écrits ne pas avoir su quoi faire entre se reposer et faire tomber Rome. C'est pourquoi les mots de son général Maharbal résonnent encore. Vincerescis, Victoria utinescis. Tu sais vaincre, mais tu ne sais pas tirer profit de la victoire. Nous en sommes les héritiers tous les jours. Cela fait partie de nous, encore et toujours. Nous faisons les mauvais choix quotidiennement. C'est dans notre nature. Nous sommes faits de telle sorte que nous perdons la maîtrise de nos actions. Nous faisons le choix du plaisir immédiat dans beaucoup trop de situations. Nous ne sommes plus maîtres de nous, plus maîtres de nos choix. En quelque sorte, nous cédons. Nous cédons à la facilité, en basculant dans l'inconséquence. Nous laissons nos désirs s'emparer de nous et nous sommes incapables de nous donner des ordres pour les dépasser. Ce sont eux, ces désirs désordonnés, qui nous ordonnent. Ils nous font agir inconséquemment. Le désir devient maître. En d'autres termes, nos désirs nous donnent des ordres justement parce qu'ils sont en désordre. C'est exactement ce que met en scène Kierkegaard dans Les Stades immédiats de l'Éros. Il y analyse le Don Giovanni de Mozart. Il critique le personnage de Don Juan, qui ne vit que dans la légèreté, dans le plaisir. Don Juan n'est mu que par son désir désordonné. Il évolue au rythme de la musique, son propre désir. Ce que défend Kierkegaard, c'est que Don Juan n'est jamais un sujet unique, une personne. Il n'est que désir désordonné parce qu'il n'acquiert jamais une cohérence intérieure. Il n'est pas sujet, il est sujet à son propre désir. Il est ordonné par ce dernier. Autrement dit, ses désirs lui donnent des ordres, parce qu'il est lui-même en désordre. C'est vers cela que nous tendons tous. Notre incapacité à hiérarchiser nos désirs, à les ordonner, nous en font sujets, nous en rendent victimes. Nous le voyons tous les jours. Il est difficile de résister à la force de nos désirs, tant ils ont une emprise sur nous. Nous le voyons encore plus en tant que jeunes en école de commerce. Les soirées qu'on ne veut pas rater et qu'on ne rate donc pas. Les embrassades et découchés attirent l'arigot, qui ont une valeur même parfois sociale. Nous n'arrivons pas à nous canaliser intérieurement. On est emporté par le désir et on agit parfois sans réfléchir. Vous l'aurez compris, je ne pense pas qu'ordonner nos désirs soit chose aisée. Je pense que nous sommes tous sujets à recevoir des ordres de nos propres désirs désordonnés. Je crois toutefois qu'il y a un désir qui surplombe tous les autres. Celui d'être vivant, celui de se sentir exister. C'est celui-là qu'il faut chérir, car il nous empêche de perdre pied. Il nous en empêche parce que nous lui donnons un sens qui nous appartient, qui nous rend uniques. Qu'est-ce que vivre pour vous? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui vous structure intérieurement, compensant ainsi les ordres que vous imposent vos désirs? C'est sur cela que je conclurai. Compenser un peu la force déraisonnée du désir, c'est choisir qui on veut être. C'est bâtir un système cohérent qui nous protège, nous obligeant ainsi à choisir pertinemment. C'est ce que je veux et c'est ce que je vous propose ce soir. Comme Cambronne, disons merde à nos envies, en choisissant d'être, pour soi-même, parfaitement défini. Soyons adultes, en d'autres termes. Choisissons de ne pas toujours céder. Les grands hommes nous le garantissent. Ça ne rend pas la vie plus terne. Je vous remercie.
se demande souvent pourquoi les gens trompent leur partenaire pour un coup d'un soir. C'est vrai, après tout, pourquoi risquer de perdre la personne d'une vie pour celle d'une nuit? Alors, cher jury, chère audience, c'est peut-être parce que nos désirs sont des ordres que l'on ne peut contrôler. En tout cas, ce que je peux affirmer avec certitude ce soir, c'est que peu importe nos désirs, après exécution, ils font des ordres. Nous sommes souvent pris dans une spirale de désirs insatiables qui semble nous pousser vers l'inconnu, l'inaccessible. Mais pourquoi l'inaccessible, l'inconnu, l'interdit, l'incorrect arrive-t-il toujours à nous faire plonger? Eh bien, tout simplement parce qu'on sait qu'il ne faut pas y aller. Je savais qu'il ne fallait pas conduire mon premier amour à me laisser séduire à nouveau. Alors je vous laisse en décider vous-même. Suis-je en train d'exécuter les ordres de mes désirs, ou vais-je volontairement mettre du désordre dans ma propre vie parce que je m'ennuie? Je penche plutôt pour la deuxième option, car je préfère quand c'est moi qui décide. Mais à vous d'en décider. Il existe en fait deux types de désordre provoqués par le désir. Je nommerai le premier désordre de désastreux. Pourquoi désastreux? Eh bien, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose de manière spontanée et totalement inattendue, puis de le regretter l'instant d'après? Bien que je sois normalement quelqu'un d'organisé, moi oui. Je ne suis pas en train de dire que j'ai trompé l'amour de ma vie lors d'un de mes excès de folie. Non. Mais le mécanisme est le même. Avoir l'envie, ne pas se contrôler, oublier nos obligations, passer à l'action au moment de passion, puis se rendre compte qu'on a fait le con. Et là, le bazar que vous avez réussi à mettre lors d'un si court instant vous fait instantanément regretter votre moment de plaisir. Votre vie que vous vous efforcez de bien ranger ressemble maintenant à la chambre d'ado que nous avions tous au lycée, quand nos parents ont fini par abandonner l'idée qu'un jour, nous garderions une chambre ordonnée. Mais derrière cette folie, il y a une forme d'oubli de ce qui nous entoure. Il est vrai que lorsque le désir nous submerge, une partie de l'iceberg refait surface. Cette partie, je la nommerai l'égoïsme. Puisque oui, dans le prisme de la folie n'apparaissent pas les dégâts collatéraux, si je puis dire. Alors la question serait de savoir si nos désirs nous donnent l'ordre de faire preuve d'égoïsme ou si l'égoïsme nous laisse faire place à nos désirs. Et malheureusement, plus de place, plus de règles il y a, plus d'infractions il y a. C'est là le principe même du désir, vouloir avoir ce que l'on ne peut pas avoir ou ce que l'on n'a pas. C'est d'ailleurs pour ça que l'un des plus gros désordres qu'a créé le désir dans ma vie s'appelle l'alcoolisme. Ça n'est pas une blague, je parle de quelque chose de personnel. Vous savez, ce petit verre de vin que vous buvez entre potes, puis sans vos potes? Ce petit verre qui se transforme en grande bouteille. Car le désir ne disparaît jamais. Il ne fait que grandir ou courir vers un autre interdit. Et dès l'instant où vous définissez cette personne que vous aimez tant comme étant alcoolique, votre vie bascule. L'interdit devient présent et vous bouscule en un rien de temps. Puisqu'il ne s'agit plus seulement de quelqu'un qui boit façon lillois, un verre de trop de temps à autre. Oh que non, ce serait trop simple pour nous autres. Ici, nous parlons de son cerveau, qui donne l'ordre de mettre le désordre dans sa vie et celle de ses proches, pour satisfaire ses désirs, comme une sorte d'autodestruction. Son désir est si fort qu'elle en met sa famille en péril. Une famille qui, malgré tous les mauvais moments, se plie au désordre, car elle ne croit pas en son égoïsme, mais plutôt en son incapacité de résister. À la moindre contradiction ou incertitude, elle se réfugie dans l'alcool. Son seul interdit est notre seul souci. Alors doit-on la pardonner? Où se trouve la limite entre la maladie et l'envie? Est-ce plus fort qu'elle ou fait-elle ses propres choix? Telle est la question de tous ceux qui subissent la pagaille et les entailles causées par ces envies spontanées. Ce serait peut-être me voiler la face, mais je crois que je préfère penser qu'elle n'est pas maître de ses désirs, mais seulement esclave qui obéit aux ordres. Et pendant que je m'efforce de la pardonner, d'autres seront rancuniers. Mais comment leur en vouloir? Nous ne sommes qu'après tout de simples dommages collatéraux, spectateurs du chaos d'un autre. Nous sommes ici dans la position de celui qui n'a pas choisi. Mais peut-être que demain, nous serons ceux qui feront des ordres dans la vie d'un autre. Alors ma position est claire. Je choisis de te pardonner, sans te juger toi, ni ceux qui ne choisiront pas la même option que moi. C'est finalement un cercle vicieux,
Les règles qui nous sont ordonnées provoquent le désir de désobéir de manière désobligeante et créent le désordre. Nos désirs font désordre. Tel est le slogan des militantes féministes lesbiennes qui réclamaient la révolution des sexualités minoritaires dans les années 1970. Nous avons ici un exemple de vie privée qui devient politisée, perçue comme une déviance, ou vécue clandestinement lorsqu'elle ne répond pas à la norme ou aux ordres. Le rendu public de leur désir de vivre leur sexualité comme elles l'entendent a servi à réviser les normes de notre société. Il y avait d'ailleurs au cœur de leurs revendications l'abolition de l'interdiction d'avorter. Et ce soir, je remercie ces femmes et leur désir d'avoir mis un si grand désordre dans nos vies. Vous avez ici la démonstration du deuxième type de désordre causé par nos désirs. Le désordre fructueux. Il nous démontre que désir n'est pas toujours synonyme de vice. Il peut être aussi une force motrice qui nous aide à grandir et à nous épanouir. Lavelle disait qu'il n'y a d'avenir que pour celui qui désire. Ici, le désordre ne sera pas réalisé par la soif d'alcool, mais par celle de réussir. Je ne serais pas ici devant vous en train de vaincre ma peur du regard des autres si je n'avais pas le désir de gagner ce concours d'éloquence. Alors mes désirs font quelquefois un désordre fructueux, mais ils ne sont pas pour autant des ordres conçus au pied de la lettre. Par exemple, papa refuse de me faire un virement. Je ne comprends pas pourquoi il dit qu'apparemment j'ai déjà eu l'argent du mois. Alors ça, c'est étrange. Nous sommes le 15 du mois et mon compte en banque est encore à découvert. Ah si, j'ai compris. Et je pense que vous allez tous comprendre. Je suis une étudiante en école de commerce. Mais bon, même si les autres n'exécutent pas toujours mes désirs, je peux au moins essayer de les réaliser moi-même. Alors, cher jury, chère audience, nos désirs sont désordonnés et parfois même un peu bordéliques, malgré ou grâce à tous ces désordres causés par nos désirs. Je pense que la vie vaut toujours la peine d'être vécue, même si je ne sais toujours pas comment je vais faire pour vivre sans argent jusqu'à la fin du mois. Je ne serais pas dans ce cas-là si je n'avais pas succombé à la tentation des soirées lilloises. Car il est vrai que les tentations et les envies peuvent nous mener vers des chemins obscurs et dangereux qui mèneront à un désastreux désordre. Mais ils peuvent aussi nous faire découvrir des aspects de nous-mêmes que nous ne connaissions pas auparavant. Je me découvre ce soir à parler devant un amphithéâtre, moi qui hier n'a pas été capable de faire un exercice oratoire devant un groupe de 5 personnes. Mais mon désir demeure plus fort que ma peur. Alors, à vous tous ici ce soir, je vous demande de réfléchir à cela la prochaine fois que vous serez tentés par vos désirs. Car au bout du compte, c'est la manière dont nous contrôlons notre désir qui déterminera le cours de notre vie. N'oublions pas que derrière chaque désir, il y a une partie égoïste de nous qui peut reprendre le dessus à tout moment. Et parfois, ce sera plus fort que nous. Alors n'oubliez pas que le désordre, ça se remet en ordre. Mais ça, seulement nous-mêmes pouvons en donner les ordres. Auguste Assemblée, cher jury, je vous salue. Il est un mythe parmi les mythes qui ne cesse d'être conté, celui d'un homme, d'une femme, instigateur de l'humanité, qui, pris par le désir de voler à un pommier, son fruit défendu, ils ont eu un péché. Ce mythe si cruel, je ne m'y identifie. Qui voudrait d'un père et d'une mère de la même famille? Je sais que je ne ferai pas consensus dans cet amphi. J'entends que consanguin est un caractère commun qu'on partage ici. Mais ce récit construit les hommes depuis si longtemps qu'ils ont diabolisé le désir, l'ont chassé dans le temps,
Pour rentrer dans les ordres et se conformer aux envies, aux besoins, souhaits et volontés, ses désirs à la figure pâlie. Pourtant, ne vous êtes-vous jamais senti trahi par vos propres envies? N'avez-vous jamais agi à regret? N'êtes-vous jamais attiré par l'interdit? Félicite les quelques Samaritains que je vois là-bas. Euh, je ne peux malheureusement pas en dire autant. Le désir est plus fort que n'importe quel autre sentiment. Je me rappelle d'un enfant, tout juste âgé de 7 ans, qui enviait ses amis de l'école. Ces amis-là, oui, vous les connaissez. Ceux qui ont tous les jeux, tous, tout et tout de suite. Un soir d'automne, rentrant chez lui, jaloux comme un pou, l'enfant demanda à ses parents d'avoir, comme ses copains, les chaussures Ulysse. Celles avec des roues sous les talons. Celles qui font de vous la vedette des cours de récréation. Si d'un côté, son père n'y voyait pas d'objection, de l'autre, sa mère en refusait l'achat de peur qu'il s'abîme la voûte plantaire. Alors, face à ce refus qui ne faisait sens, il se mit à râler, pleurer, chialer et même à morver, jetant les objets par terre. Il souhaitait que ses désirs soient des ordres. Pris de panique, les parents ne surent que faire et le ton monta. Il fallait faire taire le gamin et s'accorder sur la décision à prendre. Achèteront-ils ces maudites chaussures pour le calmer? Dans les tumultes de la dispute, la mère qui voulait protéger les petits pieds de son fils se heurta l'orteil, remit la faute sur le mari. En bref, la grenade était dégoupillée dans le foyer. Et devinez quoi? Ces chaussures, ils ne les achetèrent pas. À mon grand regret, ce soir, je dois vous l'avouer, cet enfant, c'était... Ben non, c'était pas moi. Non, je les ai eues, ces chaussures. Hein. Tant pis pour vous, vous êtes tombés dans la mauvaise famille. Hein. Bon, concluons ce récit fictif. Ces chaussures, l'enfant les voulait et son envie a créé bien du désordre entre ses parents. De ce fait, j'entends bien l'interrogation de notre cher jury. Nos désirs sont-ils désordres? J'espère alors vous convaincre que nos désirs sont à l'unanimité source du plus grand des désordres en nous et hors de nous. S'il se peut ce soir que mon argumentation soit quasi schizophrénique, ne jugez pas le candidat seul sur scène dans l'obligation de jouer le diable et l'avocat du diable. Mon regard croisant le vôtre, j'entends mes oreilles siffler. N'y a-t-il donc aucun désir qui ne fasse pas désordre? Et vouloir manger, boire, respirer, qu'en dis-tu, candidat présomptueux, sur ton petit promontoire? J'en dis que le désir, c'est cette tendance qui porte à vouloir obtenir un objet connu ou imaginé. C'est pourquoi, s'il est vrai que la faim se matérialise comme une envie, vivre nous confère la possibilité de la rassasier sans problèmes apparents. Mais le désir, c'est cette soif insatiable, brûlante, qui prend la gorge de l'homme alcoolique, déjà affublé de coups par la vie, et qui le pousse chaque jour à boire, boire, boire tellement que son corps n'en veut plus, n'en peut plus, lui fait rendre son surplus, et le pousse à jurer que plus jamais, plus jamais il ne boira une seule goutte. Surprise, l'alcoolique boira le lendemain. Et lorsque l'ordre il souhaitera rétablir, le désir l'en empêchera. Le désir est en cela une force immuable qui prend place dans le cerveau. Cette force s'appuie sur nos envies et nos instincts ordonnés pour créer une rupture ou du moins un trouble conséquent, ce que l'on nomme le désordre. Chaque envie, respectant l'ordre de la nature, connaît donc son corollaire désordonné dans le désir. La faim est corrompue par tous les troubles des comportements alimentaires. La soif par la boisson compulsive, nocive et souvent toxique. La respiration par les fumées en tout genre. Et si le doute subsiste encore dans vos esprits, n'oubliez jamais qu'à l'exception près, l'enfant incapable d'intérioriser ses désirs demandera de faire une pause sur l'autoroute pour manger un McDo, mais ne s'aventurera pas à en faire autant pour acheter un chou de Bruxelles chez le primeur. Curieux comportement. Le désir est maladie de l'esprit, chemin vers les vices. Il rappelle en tout point le diable, ce grand désordonnateur.
Et par malheur, le désir n'impacte pas que l'homme, mais toute la société au sein de laquelle il évolue. Voyez par vous-même. Pour une minorité d'hommes malades, incapables de limiter leurs désirs sexuels, des milliers de femmes souffrent, des millions ont peur, et l'intégralité de la société s'oblige à agir pour endiguer le désordre créé par ces pulsions. Qu'il est surprenant que nous soyons constitués de la sorte, victimes de nos propres penchants. C'est sur ce constat que mes troubles schizophréniques recommencent, mes oreilles sifflent à nouveau. Mais comment font ceux qui résistent à leurs désirs? Si le désir est en chacun de nous, alors pourquoi l'ordre règne-t-il en règle générale? C'est que certaines variables ne peuvent pas être omises dans la construction des hommes, à commencer par leur caractère social. Vivre en groupe, c'est intégrer dès tout petit, par l'éducation, des normes, un schéma de valeurs qui, chaque jour, bottera en touche nos désirs les plus pugnaces pour pérenniser la société. Pourtant, contraindre ses envies n'est pas une victoire de l'ordre sur l'anarchie. C'est tout au plus le moteur de l'avènement des perturbations. Antoine de Saint-Exupéry ne nous a pas appris, nous apprendra peut-être que nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Durant des siècles, prenant nos désirs de développement pour des ordres, nous semâmes le désordre. Mais tirant un trait sur la folie du progrès infini, l'anxiété fait son chemin parmi les nouvelles générations, recordman de la consommation d'anxiolytiques. À vrai dire, quoi de plus névrosant qu'un futur où l'on ne peut désirer chaque jour, de pouvoir désirer plus encore le lendemain, du fait de l'amélioration des conditions de vie. Finalement, on observe que le désir, s'il perturbe un équilibre fragile en nous et hors de nous, c'est aussi que nous en avons besoin. Posséder un cerveau, c'est réfléchir, agir et rechercher toujours la transcendance. Mais si j'espère vous avoir convaincu, je ne souhaite pas vous faire détester vos désirs. Le désordre qu'ils créent est parfois merveilleux. Ce sont bien les désirs qui nous poussent à nous surpasser en amour ou pour un objectif. Et le désordre qui en résulte est parfois nécessaire pour abattre un ordre injuste, inégalitaire. C'est à ce compte-là qu'une militante pour les droits homosexuels marquait sur sa pancarte « Mes désirs font désordre, et c'est bien heureux ». Alors, chère Assemblée, cher jury, gagez que le désir n'est pas un mal en soi, c'est une force de vie, et si je peux vous souhaiter une chose, c'est que le désordre que vous allez créer coïncide avec les désirs que vous ressentez. La patate chaude est un jeu qui consiste à lancer des légumes fumants à vos voisins. Pour jouer à la patate chaude, les joueurs se passent un petit objet rond, une balle de tennis, une orange ou même une vraie pomme de terre. Quand la musique s'arrête, celui qui tire la patate est éliminé. Un jeu ouvert à tous, de 7 à 77 ans, mais surtout, plus il y a de joueurs, plus c'est amusant. Chers jurys, cher public, êtes-vous prêts à y jouer ? Nous sommes un bon nombre, tous partant pour s'amuser. Alors, imaginez-la, cette pomme de terre passée en début de rangée. Puis, de façon saccadée, la voilà de place en place sauter. Elle accélère, la patate est brûlante et elle risque d'exploser. Attention, personne ne veut être éliminé. Elle remonte les rangées, fulgurante, sa course lancée, les premiers soulagés de ne plus la voir entre les mains placées. Enfin, la voilà arrivée en dernière rangée. Et non, elle n'a pas explosé, ce qui est mal en a empêché. Antoine de Saint-Exupéry avait exactement ce jeu en tête lorsqu'il a affirmé « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». Laissez-moi m'expliquer. Chaque joueur correspond à une génération. Plus on avance dans la salle, plus le temps passe. D'un côté, les plus âgés et de l'autre, les nouveau-nés. La patate, elle, correspond à la terre. Là, depuis belle lurette,
Elle passe entre différentes têtes. Ainsi, comme le dit Saint-Exupéry, nous sommes responsables de ce que nous donnons à notre voisin. Fort bien. Mais pourquoi la patate chaude? La pauvre s'est faite gazer. CO2, azote, depuis quelques années, elle en est presque devenue patate pelée. La vitesse, la rapidité avec laquelle elle est renvoyée lui fait prendre peu à peu des degrés. Quelques-uns en trop, et hop, elle devient purée. Terre et pommes de terre, serait-ce un même combat? Premier constat, personne ne veut s'en occuper. La patate est trop chaude, il convient de ne pas se brûler. Attention, elle va passer, tout le monde s'écarte. Un regard noir lui est porté, puis elle s'en va avec rapidité. Dans d'autres mains, elle roule, s'écrase, se tâche, se mouille. Laissez passer l'accusé. Second constat, la patate est blessée. Oui, regardez-la, elle est abîmée, écorchée. Après être passée dans tant de mains, la voilà souillée. Des débris, bactéries s'y sont accolés. L'on y observe des blessures dévoilant une croûte terrestre. Brûlante, elle pleure à chaudes larmes. Faut-il pour autant rendre les armes? Enfin, ce féculent comme la terre se retrouve blâmé. Mérite-t-elle le cachot pour leur sol trop chaud? Sans même un souffle, elle se prend des soufflets. Ah, pourquoi nous brûles-tu? Veux-tu nous assassiner? Toi qui nous as fait naître, pourquoi devenir notre traître? L'une détruit nos mains, l'autre nos habitations. Tu brûles nos doigts, et toi nos créations. Sécheresse, canicule, tornade, explosion. Comment oses-tu en vouloir en finir avec nous? Contre Uno, +2, +4, si tu n'as plus de vert, je demande le rouge et je te déclare la guerre. Mais laissons. Pourquoi la blâmer? Cette patate n'a rien demandé. Et puis, ne sommes-nous pas les principaux concernés? Qui est l'assassin? Génération Leblanc, Col Moutarde, Mademoiselle Rose ou Prof Violet? A-t-il utilisé la batte, le poignard, le chandelier? L'énigme est insoluble et les cartes face cachée. L'isoler, personne n'en est capable, car dans ce jeu, tout le monde est coupable. Nous qui l'envoyons dans de vastes contrées, chez nos voisins, toujours plus loin, alors que nous pourrions arrêter, nous continuons de jouer. Et pourtant, prendre soin de son terrain, n'y sommes-nous pas habitués? Regardons le Monopoly, qui obtient la rue de la Paix, ne s'en-il fait pas du souci? Pourquoi la terre ne pourrait pas être comme cette rue entretenue? Si dans un cas, le risque est l'hypothèque, dans l'autre, c'est les obsèques. On sait que plus tard, la fin du jeu sonnera, et une génération le subira. Mais nous allons bien, nous serions à nos voisins, c'est bon, nous sommes passés, lance ou crève, tel est l'objet. Qui arrête sa course? Qui ose? Attendrons-nous donc qu'elle explose? Qui pourra se sacrifier? Mais surtout, pour qui se sacrifier? Pourquoi éviter à un joueur de se faire évincer quand de ce joueur nous ne savons rien? Est-il méritant? Est-il bon? A-t-il triché? Mais surtout, qu'en est-il de sa reconnaissance? Pourra-t-elle un jour être exprimée? Sera-t-elle entendue? Pensez-vous que le premier de rangée et le dernier puissent communiquer? De la même manière, comment remercier une génération passée? Le sacrifice est d'autant plus grand que la récompense est absente, ou du moins invisible. On sait qu'au fond de la salle, on peut faire un heureux, mais jamais nous ne découvrirons son visage chanceux. Le mystère planera. Peut-être même que jamais il ne découvrira qui, pour lui, a tout quitté. Il continuera sa vie sans se soucier des problèmes passés. Voilà pourquoi sans doute personne n'ose mettre un terme aux choses. Le manque de visibilité et l'impossibilité d'entendre son merci. Ici semblent se faire entendre les limites de la charité. Pourtant, il faut bien un dévoué. Nous sommes tous d'accord pour dire que sur patate chaude, nous ne pouvons rester. Et pourtant, pour la refroidir, qui peut s'engager? Il convient sûrement de réinventer les règles du jeu. Alors même que tous les joueurs sont liés, ils ne semblent s'en soucier. Pourtant, si un joueur est là, c'est grâce au joueur précédent. Les parents engendrent des enfants qui, à leur tour, engendreront un nouveau joueur. Pourquoi donc, après cette naissance, briser cette alliance? Ces liens qui les relient et qui les coupent. Toutes nos condoléances. Mais, dans notre nature, ces liens ne sont-ils pas ancrés? Depuis quand vivons-nous pour notre seule individualité? Ou plutôt,
S'il y a un jeu, n'est-ce pas parce que d'autres ont joué? L'écologie est sûrement le seul moment où notre humanité se retrouve autant mise en danger. Pensant faire de sa survie la seule priorité, c'est la définition de l'homme qui se retrouve changée. Renversons la tendance. À partir de maintenant, ce n'est pas votre voisin qui est à sauver, c'est vous, votre propre humanité. Si la charité ne suffit pas, le retour à soi convaincra. Si nous ne voyons pas la fin de la rangée, regardons notre chaise et voyons si nous sommes complets. Voilà ce qu'on pourrait appeler être égoïstement responsable, car de notre hypercentricité découlera forcément un élan charitable. Pour cela, ajoutons une règle à ce jeu. Avant chaque lancer, qu'on se serre la main, qu'on se regarde, qu'on s'observe et qu'on demande quels sont nos besoins. Puis, seulement après, l'objet serait transmis. Le temps pris, la terre ralentit, refroidie, sortie de cette frénésie. Il est enfin temps de remercier Saint-Exupéry pour nous avoir montré que l'important dans un jeu n'est pas qui gagne ou qui perd, car comme nous l'avons vu, on perd beaucoup à ne pas vouloir perdre. D'un féculent, nous devons tirer une leçon. Non, les dés ne sont pas pipés et le jeu peut être réinventé. Oui, la mise est délicate, mais il convient de garder la patate. Je ne vais pas vous parler de l'amoureux, de l'amant. Je vais vous parler de l'artiste. Car l'artiste est pour moi l'être qui, par excellence, suit les désordres de ses désirs. Je voudrais donc vous parler de cet artiste dont les pinceaux s'agitent devant la toile, dont le cœur bat et dont les yeux embrassent l'immensité qui n'est pas encore et qui pourtant déjà se dessine. Il ne sait pas où il va. Il laisse courir la peinture sur la toile. Il ne peut pas s'arrêter. Il est pris dans un tourbillon qui l'emporte, lui qui ne cherche qu'à porter sa voix. Il parcourt la toile des yeux, ajoute une touche de rouge ici, de jaune là, de bleu, de vert. Il est dans un tourbillon de couleurs et de formes, un désordre de traits qui semble ne rien vouloir ni pouvoir signifier. Enfin, il s'arrête. Son souffle se calme. Il respire, il s'éloigne de sa toile. Que voit-il? Qu'a-t-il voulu représenter? Rien. De là où il se trouve désormais, rien ne fait sens sur la toile. Ce n'est qu'une profusion extatique de couleurs et de formes. Le public pensera que je me moque de lui, se dit-il, que je ne suis pas artiste, que je les enfume de couleurs comme un orateur enfume son auditoire de bons mots. Et pourtant, il sait. Sans en être certain, cet artiste sait. Il sait que sous l'apparence du désordre, il vient de me remettre un peu plus d'ordre dans le monde. Et il en tremble. Il tremble d'avoir été le jouet du désir. Mais ne vous méprenez pas sur la nature du désir dont il est question. C'est ce désir qui n'est que créateur, ce désir auquel tous les artistes succombent. Ce désir qui les approche au plus près de la vie, au plus près de la mort. Parce que l'artiste est d'abord le jouet de ses désirs, il est tout au plus celui qui tient le pinceau, celui qui tient la plume. Mais celui qui dicte ses mots, c'est autre chose. Qu'est-ce? Un vrai artiste ne saurait vous répondre, il ne sait pas. Au mieux, il a oublié, au mieux, il ne s'est jamais posé la question, au pire, il a oublié l'inspiration de ses premiers mots. Je vais vous le dire, moi. Ce qu'est celui, ou plutôt ce qu'est celui qui chuchote au creux de l'oreille de chaque artiste, c'est le désir. C'est cette manne à laquelle il suffit de tendre l'oreille, cette richesse de mots à laquelle on ne dit non qu'au prix de souffrance, à laquelle on ne dit non
qu'au prix d'en devenir sourd, à laquelle l'artiste, lui, a choisi de dire oui. Car l'artiste ne lutte pas contre le flux des mots qu'il arrive à entendre. Il les accueille, il les chérit, et surtout, il les écrit, il les peint, il les note, et il n'est que le scribe de ce que le désir lui souffle. Un mot de plus ici, un mot de moins là, une image là, une métaphore ici. Il ne sait expliquer la beauté de ce qu'il écrit, il ne sait même pas s'il écrit le beau, le grotesque ou le plat. Au moins, pense-t-il, il s'amuse. Car voilà ce qu'est le désir. Le désir est le vrai écrivain, qui ordonne à l'artiste d'écrire, de peindre, de dire. Le désir est ordre pour l'artiste. L'artiste fait ce serviteur du désir. Il accepte la valse des mots, il accepte la danse des idées. Il poursuit le beau, ou plutôt non, il l'accueille. Il en est l'obligé. Car voilà ce qu'est le désir. Le désir est ordre. Et oui, parfois, et oui, souvent, ce désir fait désordre. L'artiste paraît n'avoir que faire de l'ordre, pourvu qu'il y ait le beau. Et parfois, et souvent, le beau se fait dans le désordre. Qu'est-ce qu'une toile de maître, sinon qu'un amas de peinture séchée, qu'un jeu abscon de couches aplaties à coups de pinceau? Et un grand discours, qu'un agrégat compliqué de mots face auquel le critique dit « Monsieur, je n'ai pas compris, dans votre discours tout à l'heure, où vous vouliez en venir. Et moi donc, monsieur, je ne sais ni où je vais, ni d'où je viens. Je suis dans ce tourbillon artistique, seul face à mes désirs, l'oreille tendue pour distinguer dans le brouhaha de mes idées celle que me souffle le désir pour me porter vers le beau. Car voilà ce qu'est le désir. C'est un ordre de désordre, un ordre de beauté, un ordre auquel l'artiste s'oblige. Et l'artiste écrit, et l'artiste peint. Il sait que ce n'est qu'au dernier coup de pinceau, qu'au dernier mot, qu'il aura réussi à rétablir cet équilibre de beauté qu'il n'aura pu atteindre que par l'ordre du désordre. Il hésitera, il ne saura se montrer sûr de son dernier coup de peinture. Il fera le pari de l'équilibre, le pari du beau, le pari de faire taire son désir. Car oui, si le désir est désordre, il arrive un moment où l'artiste tait son désir. C'est son cœur qui s'apaise. C'est la bougie qui l'éclairait qu'il souffle. C'est ce moment où la toile devient peinture. Ce qui faisait jusqu'à maintenant brouillon fait sens. Ce qui tenait jusqu'à maintenant suspendu face au gouffre de l'oubli, aux lèvres de l'artiste, a été dit, a été écrit. Et l'artiste hébété a trouvé le beau mot. C'est le désir qui s'apaise. C'est le désordre de la création qui retrouve l'ordre de ce qui est. Et puis, il faut que je vous le dise, c'est aussi l'artiste qui commence à bégayer. Maintenant qu'il a trouvé le beau, il fait au désir la sourde oreille. Il s'occupe seulement de ce qui est, il s'occupe de ce qui a été, et non plus de ce qui pourrait être. Il s'embourbre dans l'ordre qu'il s'est pour lui et lui-même établi. Il se redit, il se répète, il se parodie. Il se redit, il se répète, il se parodie. Il sait qu'il trompe le public, qu'il lui chante la même rengaine. Lui qui savait écouter et créer dans le désordre du désir. Est-il encore artiste? Il ne le sait pas. Il se dit bien qu'il manque cette fraîcheur, signe de beauté nouvelle, de désir, désordre, qui lui ordonne de cette juste nouveauté créatrice. Mais bientôt, le désir revient à la charge. L'artiste écoute. L'artiste accepte un nouveau désordre, un nouvel aperçu de ce qui fait le beau. Et l'artiste en revient à ses premières peurs. Quand poser ce dernier coup de pinceau? Quand écrire fin et enfin tourner la page? Vont-ils applaudir? Vont-ils au moins comprendre que je ne dirai pas un mot de plus? Et enfin, il trouve l'équilibre qu'il cherchait et enfin,
Le désir se tait et, enfin, l'artiste pose son dernier coup de pinceau. Je vous remercie d'avoir écouté les 8 passages qu'on vient d'avoir et qu'on peut réapplaudir une nouvelle fois, je pense, parce que c'était très courageux. Et le jury va maintenant se retirer pour délibérer et reviendra d'ici peu. Merci. Très chers amis, je le sens à l'électricité dans l'air, je le sens aux genoux qui tremblent. Vous attendez tous et tous une seule chose, le nom des 4 sélectionnés. Désolé, ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas pour tout de suite parce qu'on a quelques retours à vous faire avant cela. Et avant toute chose, j'aimerais remercier pour parler Schema, que vous pouvez applaudir pour l'organisation. J'aimerais rappeler que Pour parler Schema est la seule association lilloise qui a le blason de la FFDN sur l'épaule gauche. Je me sens donc très bien ici. Et s'il y a un remerciement avant toute chose à faire, c'est bien celui à faire à nos oratrices et à nos orateurs qui ont été vraiment excellents. Ils ne nous ont pas facilité la tâche. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, il est dans mon rôle de pinaillon. On va faire quelques retours. La première chose, c'est une frustration que j'ai ressentie. J'ai eu l'impression parfois de ne pas vraiment voir les oratrices et les orateurs cachés derrière le note. Très chers amis, je veux voir votre visage, je veux voir votre regard. Détachez-vous des notes, imprégnez-vous du texte. Je ne sais pas combien de temps vous l'avez eu pour le préparer, mais un peu de place à l'improvisation. N'hésitez pas à nous regarder parce qu'on adore capter votre regard. Par la suite, une autre chose très importante, vous l'avez fait à chaque fois, vous soignez l'entrée avec des exordes, des accroches qui sont vraiment de très grande qualité, des narrations qui nous embarquent à chaque fois. Si vous soignez l'entrée, soignez aussi la sortie. Et des fois, on n'a pas toujours eu très bien l'impression que c'était tout à fait fini. Parfois des petits blancs avant l'applaudissement. Et en fait, on aimerait une phrase choc, une punchline, on dit aujourd'hui, pour que vraiment on se dise c'est fini, waouh, on peut applaudir. Eh bien, il y en a qui l'ont très bien fait. Des sorties à base de patates ou des sorties à base de luxe, calme et volupté. Et cela, on l'a apprécié. Donc, c'était mon petit côté pinailleur, mais dans l'ensemble, c'était vraiment excellent. C'est un très haut niveau qui ne nous a pas facilité la tâche, je le répète, avec des références très fournies. Merci pour ça. Vous avez parlé à l'hippocagno qui était en moi. Merci beaucoup. De nombreuses rimes, ça aussi, c'était très appréciable. Et des métaphores entre armée, peintre, patate. Et on l'a beaucoup apprécié aussi. Je vais passer la parole à mes co-jurés avec lesquels on a beaucoup débattu et je vous laisse apprécier ça. Merci. Bonsoir à tous. D'abord, je tiens à vous remercier pour cet accueil chaleureux puisque c'est déjà la 3e fois que je suis membre de jury pour ce concours d'éloquence. Donc, je remercie l'association Pour parler pour sa confiance. 3 fois, ça devient un peu du forcing pour moi, mais je vous remercie, j'ai rien demandé. C'est un plaisir pour moi vraiment de prendre le train pour venir vous voir. C'est toujours une ambiance très chaleureuse, j'insiste une nouvelle fois dessus. Et vraiment, je tiens en tout cas à féliciter l'ensemble des candidats, et c'est pas une phrase de rhétorique, j'ai pas le temps. Je le dis vraiment, je le pense de tout cœur, ça s'est vraiment senti que vous avez beaucoup travaillé. Chacun, on a vraiment apprécié chacune des prestations et c'est pourquoi le temps pour se réunir a été aussi long. On n'était pas en train de boire quoi que ce soit, c'était véritablement un temps de travail. Alors c'était un thème qui n'était pas simple, hein. Nos désirs sont-ils désordre? Moi le mot ordre je l'adore, j'ai fait un métier où on m'appelle maître au quotidien, donc chacun son plaisir. Mais très clairement, plusieurs candidats, même s'il a fallu en choisir 4, se sont...
un petit peu démarqué, même si chacun, comme dit, on a vraiment pris le temps d'échanger sur vous tous. Vous aviez chacun des qualités qui vous étaient propres. Certains ont pris de très grands risques, je trouve, en prenant des partis pris qui n'étaient pas évidents face à un public dont on sait que parfois il faut avoir un peu d'humour quand on est entre étudiants. Certains ont réussi à aborder la chose de manière très sérieuse, d'autres c'était un spectacle de stand-up, on est content, on aime, on apprécie. Donc il y avait du talent de part et d'autre. Et donc là, je ne vais pas vous faire, vous faire attendre plus longtemps. Je vais annoncer donc le premier candidat sélectionné pour faire partie des 4 fantastiques. Alors ce candidat-là, pourquoi on l'a choisi? Parce qu'il a commencé par une phrase choc. Et ça, c'est très important, l'exorde, donc de commencer en captivant son public. Il a fait de très belles citations aussi. Moi, quand on parle de Saint-Augustin, j'en peux plus. Donc, j'ai vraiment adoré. Beaucoup d'humour, de très, très, très belles citations et un très bon rythme. Et finalement, je reprendrai l'une des citations qu'il a indiquées, mais je la tournerai dans l'autre sens. À un moment, il disait « Tu sais vaincre, mais tu ne sais pas tirer de la victoire. » Lui, il aura su tirer de la victoire, et c'est Nicolas, le candidat numéro 4. Plus tard. Alors, j'annonce maintenant une candidate qui a aussi réussi à capter l'attention du public, à mon sens, parce que elle a démontré que, encore une fois, je le dis, je sais pour avoir été dans une autre vie à votre place, ça fait longtemps, elle a été capable en fait de prendre un risque qui est important, c'est d'évoquer un sujet avec beaucoup de sérieux. Et parfois, ne pas faire rire, c'est aussi prendre un gros risque. Ne pas chercher à faire rire pour faire rire. C'était pas un sujet simple, mais je trouve qu'elle a réussi, on l'a pensé tous les trois, à défendre différents types de désordres. On a vu qu'il y avait vraiment un raisonnement qui était particulièrement logique. C'était une personne qui a réussi à évoquer la problématique, qui est rentrée dans le concret, en évoquant finalement ce sujet de manière très personnelle. Et ça démontre aussi que finalement, rester soi-même, c'est important, même dans un concours d'éloquence. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous félicitons Elona, candidate numéro 5. Bravo. Et je cède ma place. Bon, il reste 2 places. Il reste 2 places à occuper. D'ailleurs, pour le coup, le jury a fait des choix équilibrés en matière de genre. On aurait pu aussi décider autrement, mais il se trouve que c'est l'appréciation des compétences qui a amené ça. On a été très heureux tous les 3 de voir qu'il y aura pour cette finale 2 garçons et 2 filles qui auront la possibilité de continuer ce challenge. C'est vrai que on n'a pas fait d'ordre dans les 4 qui seront en finale. On n'avait pas envie d'en faire, mais on a tous nos coups de cœur. Bon, effectivement, certains membres du jury, mais peut-être comme vous ici, ont été embarqués par la patte, la plume, parfois le pinceau de certains. Et je pense que si moi j'ai été embarqué par le pinceau, comme les autres membres du jury, je pense qu'on peut applaudir Victor, qui sera aussi... Bon, l'intervention de Victor, au-delà de la façon dont il nous a emmenés sur le chemin de ses toiles, sur l'expression de l'artiste, c'est parfois un point d'ailleurs qu'on découvre en politique, c'est qu'il avait cette capacité d'incarner ce qu'il racontait. On avait vraiment l'impression qu'on était devenu artiste avec lui. Et là aussi, comme tout à l'heure, ça a été très bien dit, eh bien là aussi, on a vécu un moment important, on a été transporté. Et sur le fond, pour que vous puissiez transporter votre auditoire, votre chère assemblée, comme vous l'appelez, parfois j'ai même entendu auguste assemblée, eh bien, ce qui compte, c'est d'être aligné avec soi-même, c'est d'être les pieds effectivement bien ancrés. Et si on a les pieds bien ancrés, c'est qu'on est au clair avec ce que l'on va raconter, parce que l'on est ce que l'on va raconter.
Et j'ai, pour la dernière place qui reste, alors je suis désolé pour les garçons, parce que vous avez compris que c'était aucun d'entre vous qui reste, alors vous dites, bon, Pietraszewski, il est sympa, mais est-ce que c'est bien la peine de rester encore quelques instants à l'écouter, puisque c'est pas moi. Bon, alors merci à vous de votre bonté de rester présent, car sur le fond, vous avez été aussi très bon. Mais moi, je voulais dire que quand même, dans ce jeu de la patate, dans cette réflexion que nous avons tous eue, de dire, mais où va-t-elle nous emmener? Que veut-elle nous raconter, nous ici, habitants de Hauts-de-France, même si on n'y est pas tous nés, qui pourtant avons cette culture de la patate, on sait bien ce que c'est, la patate entre la rate du Touquet ou la binche de mes plaines des Wep. Eh bien, cette idée de cette patate chaude que l'on se passe entre nous, ici, dans cet amphithéâtre, de ce moment où on s'arrête pour réfléchir à est-ce que sur le fond, ce n'est pas nous-mêmes qu'il faut sauver? Eh bien, ce moment-là, c'est un moment où on s'arrête, où on réfléchit et on écoute ce qu'a à nous dire celle qui veut nous parler. Merci beaucoup, Eva, pour le travail. Bravo. Je pense qu'on commence à se connaître. L'heure est à la confidence. On a été tous les trois frustrés parce qu'il y en avait un ou une qui devait être dans le top 4, qui n'y était pas. Donc, j'ai proposé l'idée, dans la continuité du débat parlementaire, de faire une mention spéciale. Là, on s'est embrouillé. Et Monsieur le ministre a donné une solution. Et quand Monsieur le ministre donne une solution, on l'écoute. Si bien que ce n'est pas une mention spéciale qu'on donnera ce soir, mais bien 4. Les 4 autres oratrices et orateurs qu'on peut applaudir. Vraiment. Je suis à titre personnel très honoré et très fier de compter d'aussi bons oratrices et orateurs dans ma fédération. Et j'espère que vous avez brillé dans d'autres concours encore et que j'aurai l'occasion encore de vous voir. Et merci pour ça. Merci à toutes et tous d'être venus. C'était vraiment un grand moment ce soir à Schema et on sera très content de faire des retours à tout le monde et on sera très heureux de toutes et tous vous revoir. Merci beaucoup. Bravo.